Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Voilà, nous démarrons cette séance de conseil municipal. Voilà, en fait, il se trouve que l'annonce d'un Premier ministre sera faite demain matin, parce que ce soir, nous avions le conseil municipal. Donc, je ne pouvais pas réagir à chaud lors de ma nomination. Voilà. Je fais l'appel, donc Olivier Lebrun, présent. Vincent Guillon. Présent. Laure Cotin, pouvoir. Vincent Guillon. Louis Le Pivin. Présent. Jeanne-Marie Herman. Présente. Jean-Michel Sakidis. Présent. Christine Caron. Présent. Jean-Philippe Ollier. Présent. Jean Bernicot. Gwenola Teston. Philippe Gevray. Présent. Patrick Homauvert. Présent. Pauline Biodel, pouvoir. Olivier Lebrun. Isabelle Coquelric, pouvoir. Philippe Gevray. Valérie Le Destumer. Paola Pilikiewicz, Valérie Médon, Bertrand Schneider, Aïlis Kata, va pas tarder, Camille Falk, va pas tarder, Arnaud Brosset, Antoine Brelier-Mury, pouvoir à Patrick Homauvert, Olivier Vénin, Jean Guilbert, Claire G, Daniel Der, Arnaud Lancel, Alexandre Méheux, Louis-Joseph Fournier, Aurélien Méheux, Suzanne Egal, Elke Seberkrub et Benoît Florence, pouvoir à Suzanne Egal. Je vous fais passer la feuille de présence pour que vous puissiez la signer, s'il vous plaît. On va faire comme ça. Hop. Bien, ce soir, un ordre du jour... voilà, avec des points, mais il n'y a pas beaucoup de points qui soient hyper stratégiques pour la ville de Viroflay, mais quoique. Et j'ai reçu aussi deux questions. Une question du groupe, la première c'était celle le groupe Viroflay c'est vous, et la deuxième c'est le groupe Cité, donc qui pourront en fin de conseil municipal, comme d'habitude en fait, les poser et nous y répondrons. Nous commençons par la désignation d'un secrétaire de séance. Y a-t-il un amateur de secrétariat de séance ? On y va. Monsieur Daniel Der. Très bien, merci beaucoup. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2024. Y a-t-il des questions, remarques sur ce procès-verbal ? Pas de remarques, donc nous pouvons procéder à son adoption. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Bien, ce soir, un ordre du jour... voilà, avec des points, mais il n'y a pas beaucoup de points qui soient hyper stratégiques pour la ville de Viroflay, mais quoique. Et j'ai reçu aussi deux questions. Une question du groupe, la première c'était celle le groupe Viroflay c'est vous, et la deuxième c'est le groupe Cité. Donc qui pourront en fin de conseil municipal, comme d'habitude en fait, les poser et nous y répondrons. Nous commençons par la désignation d'un secrétaire de séance. Y a-t-il un amateur de secrétariat de séance ? On y va. Monsieur Daniel Der. Très bien, merci beaucoup. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2024. Y a-t-il des questions, remarques sur ce procès-verbal ? Pas de remarques, donc nous pouvons procéder à son adoption. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et donc nous pouvons rentrer dans le vif du sujet avec la première délibération. Il y a 3 délibérations qui concernent des finances. Il s'agit donc de l'ouverture anticipée des crédits d'investissement pour 2025. Et c'est monsieur le maire adjoint Jean-Michel Sakidis qui vous la rapporte. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, alors vous allez trouver ça drôle, mais je me suis amusé en fait sur cette délibération parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de voltairien. Oui. Je ne sais pas si ça vous rappelle des lectures Micromégas. Vous vous souvenez de Micromégas, cette espèce de personnage extravagant qui navigue entre deux infinis là. Et je me disais tiens, pendant que à l'Assemblée ils sont en train de faire une loi spéciale pour libérer un peu d'argent en janvier, et ben nous finalement on va faire la même chose à notre échelle et on le fait depuis très longtemps. Donc peut-être qu'on aurait pu leur montrer, on aurait gagné un temps fou, quoi.
Mais blague à part, comme quoi il faut toujours amener un peu de poésie au sujet, même les plus austères, ça permet de mieux les supporter, quoi. Et donc, en l'occurrence, là, ce qui nous est proposé, c'est de libérer par anticipation 25% du budget sur la base de l'actualisation des chiffres qui vous sont donnés, au travers du tableau qui vous est présenté, alors qui n'est pas extrêmement lisible dans ces libellés de chapitres, parce que bon, c'est un référentiel comptable qui n'est pas toujours parlant pour tout le monde. Par exemple, les immobilisations corporelles, ce ne sont pas des gens qui sont capturés et menottés. Vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Il s'agit en l'occurrence... pas du tout, on s'éloigne un peu. Il s'agit en fait d'une somme d'argent à libérer pour essentiellement le service bâtiment pour finaliser un certain nombre ou avancer sur un certain nombre de projets. Voilà. Le reste, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'un peu difficile à appréhender? Dotations, fonds divers et réserves, ce sont essentiellement des remboursements pour ce qui nous concerne à hauteur de 232 000 € correspondant à des trop perçus de taxes d'aménagement, puisqu'il y a eu un rebelotage en fait du moment d'encaissement de la taxe d'aménagement. On a eu un trop perçu qu'on doit rembourser. C'est 25% qu'on ouvre, on refait pas Non, c'était pour expliquer le texte. Voilà. Et puis pour le reste, le 23, les immobilisations en cours, c'est essentiellement des enjeux enfin, ce sont des projets liés à des travaux de voirie. Donc au bilan, le chiffre de 31 356 971 que vous voyez en bas est à la fois la somme du BP plus budget supplémentaire plus décision modificative 2024 tel qu'il est présenté, mais incluant aussi par anticipation le résultat de clôture de l'investissement de 2024. Et donc si on en prend 25%, on obtient le chiffre qui vous est proposé, 7 839, etc. Voilà, ce qui nous permet de quand même engager un certain nombre de dépenses en 2025 pour financer nos investissements qui sont déjà pour la plupart démarrés. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui est hyper technique et qu'on retrouve chaque année, puisque nous votons le budget en cours du premier trimestre de l'année suivante. Si on votait le budget évidemment avant le 31 décembre, on n'aurait pas à faire ce type de délibération, mais ce n'est pas le cas. Pas de questions, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci. La délibération suivante, c'est Paola Pilikiewicz qui va nous la rapporter il s'agit d'une demande de subvention auprès de la Fédération française de football. Monsieur le maire, mes chers collègues, le stade Hébert-Tizette nécessite actuellement des travaux de sécurisation afin de le rendre homologable au classement fédéral pour notre section football de l'USMV en gros, et pouvoir continuer à organiser des matchs à domicile lors des championnats. Ces travaux consistent en fait à déplacer le grillage de protection qui est derrière les buts et ses poteaux à 2,50 m de la ligne et à reprendre la bande de gazon synthétique pour un coût de 59 495 € hors taxe. Suite à une discussion entre Monsieur le maire et le bureau de l'USMV, il a été décidé de faire voter une aide au CA de l'USMV pour le paiement de ces travaux, pour nous aider à payer ces travaux qui n'étaient bien évidemment pas prévus à notre budget ville. Nous remercions les membres du CA qui ont voté majoritairement pour une somme de 30 000 € qui vont nous verser pour cette opération. La Fédération française de foot, via son fonds d'aide au foot amateur, propose également une aide financière de 5 000 € hors taxe, soit 8,40% du coût total. Comme vous avez pu remarquer, les travaux ont déjà débuté et ils seront finis au plus tard pour le 20 décembre, à part la partie gazon qui ne pourra pas se faire tout de suite parce que comme en ce moment il fait très froid, ils ne peuvent pas le faire, sinon ça ne va pas coller, ça va pas se... Voilà. Même si c'est du synthétique, en fait, avec le froid, ça ne tiendra pas. Donc, ils le feront quand les beaux jours arriveront. Voilà, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention de 5 000 € auprès de la Fédération de foot pour les travaux de sécurisation du stade Hébert-Tizette. Merci, Mme Pilikiewicz. Y a-t-il des demandes de parole? Mme Seberkrub. Monsieur le maire,
mes chers collègues. Nous soutenons la demande de subvention auprès de la Fédération française de football pour les travaux de sécurisation du stade Berthisset. Toutefois, lors du prochain renouvellement du gazon synthétique qui a a priori une durée de vie de 10 à 15 ans, il faudra se poser la question de remettre plutôt du gazon naturel. En effet, le gazon naturel est plus respectueux de l'environnement et neutre en carbone. Il capte le CO2, les poussières et saletés de l'air et produit de l'oxygène. Et il reste plus frais que le gazon synthétique en été, ce qui le rend plus agréable à jouer pendant les mois d'été. En outre, les petites billes synthétiques sont souvent emportées dans les chaussures puis disséminées en ville. De plus, de nombreuses études relatent des éventuels dangers sur la santé dus aux composants chimiques présents dans les gazons synthétiques. Enfin, le recyclage du gazon synthétique a un coût conséquent. Ainsi, pour toutes ces raisons, il serait judicieux, lorsque le gazon artificiel devra être renouvelé, de se poser la question de son remplacement par du gazon naturel. Bien, merci de votre intervention. Je pense qu'on se posera la question à ce moment-là. De toute façon, les gazons synthétiques avec des billes en caoutchouc sont désormais interdits. Les nouveaux, donc c'est-à-dire lorsqu'on renouvellera, on ne pourra pas le renouveler avec ce type de stabilisateur en quelque sorte. Donc il y a tout un tas d'autres trucs, des éclats de noyaux de cerise ou de cacahuètes, je ne sais plus exactement, du liège, tout un tas d'autres choses. Le gazon naturel, je peux vous dire, pour voir un certain nombre de mes collègues, il y en a de moins en moins qui remettent du gazon naturel sur leur stade de foot. Je ne tiens absolument pas à revenir à un stabilisé tel qu'on l'a connu il y a quelques années, parce que la stabilisé, c'était pire que tout. Voilà, donc on verra le moment venu. Pour l'instant, le gazon, il tient bon. Il tient bon aussi parce que le stade, on ne l'ouvre pas de façon permanente, ce que peuvent regretter certains viroflésiens, mais on sait qu'en l'ouvrant de façon permanente, en fait, on a aussi des dégâts qui sont occasionnés parce qu'il y a moins de contrôle sur ce qui s'y passe. On a déjà eu des effets comme ça. Donc on verra le moment venu. Là, pour l'instant, on est en train de parler de la clôture qu'on décale donc de 25 cm. Voilà. Donc ça coûte 71 000 € TTC, les 25 cm sur toute la largeur du terrain. Donc on verra pour le remplacement ultérieurement. Voilà. Et ceci étant, je tiens à rappeler une chose, c'est le fait qu'on a reçu un courrier de la Fédération sur la question de l'homologation de ce stade. On l'a reçu le 28 août. Nous annonçant qu'il n'était plus possible de faire des compétitions sur le stade dans ces conditions à partir de début septembre. Donc vous voyez un petit peu le sujet. Donc on a dû décider très rapidement de ce qu'on pouvait faire et on a réussi à obtenir une dérogation pour pouvoir continuer à jouer jusqu'au 31 décembre dans l'attente que les travaux soient réalisés. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions sur cette délibération? Non. Donc nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons à une autre délibération sur des subventions, mais dans l'autre sens, c'est des subventions que nous allons verser. Et c'est Gwendoline Teston, maire adjointe, qui va vous la présenter. Elle concerne les classes d'environnement. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc depuis 2024, au début de l'année, et conformément à notre engagement, la ville octroie une subvention aux écoles élémentaires pour participer aux classes d'environnement. Le montant maximum par école élémentaire était de 10 000 € et donc ça faisait une enveloppe de 30 000 €. Avec des critères pour un séjour de 5 jours
Le montant est de 2 000 €, pour 4 jours de 1 500 € et pour 3 jours de 1 000 €. En 2024, enfin pour l'année scolaire 2023-2024, il y avait 6 classes élémentaires qui ont pu bénéficier de notre subvention. Et donc pour l'année scolaire 2024-2025, on continue, on continue d'octroyer cette subvention pour les écoles élémentaires, mais on vous propose également de voter pour octroyer une subvention aux classes maternelles. Le montant sera de 5 000 € pour chaque école maternelle et les critères sont les mêmes, sauf que nous rajoutons la possibilité de faire un séjour de 2 jours avec une nuitée et le montant sera de 700 €. Pour l'instant, donc, on a reçu des projets pour les écoles élémentaires et maternelles et il y aurait pour l'instant 8 classes élémentaires qui ont proposé des projets de classes de découverte et 2 classes maternelles. Et ce qu'on vous propose également, c'est de pouvoir verser les 100% de la subvention avant le départ du séjour sur des justificatifs, donc le devis signé et puis l'engagement, enfin la confirmation du départ. On propose cela parce que en 2024, on a versé la subvention après le séjour et donc sur facture acquittée et ça avait mis les écoles un petit peu, enfin les coopératives des écoles un petit peu en difficulté puisqu'ils avaient dû faire des avances de trésorerie et donc voilà, ils nous avaient alerté de cela et c'est pour ça que cette année on propose de verser la subvention dès qu'ils nous ont donné les devis. Et bien sûr, si le projet ne se réalisait pas, la COP s'engage à reverser la subvention et les frais d'annulation ne seront pas pris en charge par la ville. Ok, et on ne demande aucun intérêt en retour en fait, pour la somme qui a été avancée? Non. Une grande générosité. Ok, y a-t-il des demandes de parole? Madame Egal. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous le savez, Cité a toujours été favorable à ce que la ville subventionne les classes d'environnement. Aussi, c'est avec plaisir que nous constatons que le montant total subventionné passe d'un plafond de 30 000 à 45 000 € en concernant désormais les classes de maternelle. Néanmoins, ce plafond reste inférieur au montant d'avant 2014, qui était, sauf erreur, de 50 000 € pour l'ensemble du primaire. Nous rappelons que ces classes d'environnement permettent, au-delà des aspects pédagogiques, aux enfants de partager une expérience commune et que cela participe donc au vivre ensemble que la ville promeut par ailleurs par des animations spécifiques. Voilà, nous voterons bien évidemment cette délibération. Merci de nous soutenir dans cette démarche conjointe. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non. Donc nous procédons à son vote. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons à une rubrique travaux avec des autorisations à m'accorder. Monsieur Le Pivin, ça concerne l'école Lamartine. Merci, monsieur le maire. Donc, le projet de réhabilitation de l'école maternelle Lamartine a pour un objectif énergétique et fonctionnel. Il s'agit essentiellement d'une rénovation visant à améliorer l'isolation du bâtiment et le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite dans leur ensemble. Les objectifs et travaux associés sont les suivants: rendre accessible l'ensemble des espaces aux personnes à mobilité réduite, avec la création d'un ascenseur, la levée des réserves restantes selon le rapport d'accessibilité. Il y a aussi un aspect d'amélioration de l'isolation thermique avec l'isolation de la toiture en terrasse, l'isolation du plancher haut et le remplacement des menuiseries énergivores par du double vitrage performant. Et il y aura éventuellement l'utilisation de matériaux biosourcés. Il y a aussi un point concernant la rénovation de la toiture avec la reprise de l'ensemble de l'étanchéité des toitures et l'amélioration et la sécurisation de l'accès aux toitures. Ensuite,
il convient aussi de développer la production d'énergie renouvelable et pour cela sont prévus des travaux préparatoires pour l'accueil d'une future installation photovoltaïque. Et enfin, il y a une mise en conformité avec le décret tertiaire qui consiste en la mise en place de compteurs et d'automates pour pouvoir superviser les installations techniques. L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 800 K euros TTC, toutes dépenses confondues pour 2025. 2 enveloppes complémentaires de 100 kg euros TTC chacune sont prévues pour 2026 et 2027 pour la reprise des peintures dans les classes et couloirs, soit un total d'1 million d'euros pour cette affaire. Dans ce cadre, il vous est proposé, mes chers collègues, d'autoriser Monsieur le maire à déposer un permis de construire pour la réhabilitation de l'école maternelle Lamartine et de solliciter tout organisme pour toute subvention au plus fort taux. Je suis preneur de savoir quel type d'organisme verse encore les subventions, mais je suis preneur. Bien, merci Monsieur Le Pivin de cette présentation. Il y a été de demande de parole. Monsieur Lancel. Monsieur le maire, mes chers collègues, le groupe VCV, dans le cadre de cette rénovation globale qui est à saluer dans son ensemble, souhaite particulièrement saluer la décision d'expérimenter la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments municipaux. En effet, si nous sommes pour le développement des sources d'énergie durable, l'implantation de panneaux sur des friches naturelles, nous sommes tout sauf cohérente. Et la valorisation, lorsque le travail est possible des toits des bâtiments, nous semble une alternative beaucoup plus vertueuse. Dans cette optique, et comme échangé en commission, notre groupe soutient la mise en place le plus large possible de ces panneaux, tout en respectant, bien entendu, les impératifs qui seront dictés par les architectes des bâtiments de France et les contraintes économiques que supporte la ville. Et j'ajouterai les éventuelles contraintes techniques. Il faut aussi que les toitures soient en mesure de supporter les panneaux photovoltaïques qui ne sont pas non plus de tout léger, quand même. Ça fait partie des sujets. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non. Donc nous passons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? J'ai compris que c'était l'unanimité. Je vous en remercie. On continue avec Jean-Philippe Ollier sur une autre autorisation à me donner pour l'installation d'un portail au parc de Bon Repos. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, vous connaissez tous le chantier Quadral qui est en train de se terminer dans le haut de l'ancien parc de Bon Repos. Et vous savez que la mise en œuvre de ce chantier a nécessité de déplacer, d'abord d'enlever le portail qui préexistait au haut du parc de Bon Repos. Nous avons choisi de repositionner ce portail à l'identique dans le bas de Bon Repos pour donner accès au parc tel qu'il est aujourd'hui, hein, et faire en même temps une entrée sympathique, une entrée de ville sympathique au niveau du carrefour entre la rue du Cordon, qui est à Versailles, et l'avenue de Versailles, qui monte vers la place de la Fête. Pour faire cela, nous avons besoin de déposer un permis de construire et nous vous proposons donc d'autoriser Monsieur le maire à déposer ce permis de construire. Le tout étant pris en charge. Cette déclaration de travaux. Le temps étant pris en charge contractuellement par le promoteur Quadral. Dès le début en fait, de l'opération, il a été prévu que ce soit lui qui le réinstalle. Y a-t-il des demandes de parole? Madame Egal. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, en commission, monsieur, et ça nous a été confirmé depuis, monsieur Bernicot nous a confirmé qu'on allait aussi, au-delà de l'installation de cette grille, ouvrir un accès sur le côté de la rue L'avenue de Versailles. En haut, voilà, sur l'avenue de Versailles, en haut du parc. C'était un accès qu'on avait souhaité pour permettre aux personnes, notamment les personnes qui sont hébergées à l'EHPAD de la Source, d'avoir un accès plus rapide au parc, étant donné que l'établissement de la Source ne comporte aucun espace vert. Alors,
Très gentiment, M. Bernicot donc, nous a dit que c'était déjà bien engagé, puisque vous avez un permis de construire qui a été déposé. Alors je souhaiterais évidemment que ce projet permette un accès à l'ensemble du parc aux personnes à mobilité réduite. J'aimerais qu'on y travaille. Donc, je vous remercie pour votre réponse. Il n'y a pas de permis de construire déposé pour cet accès secondaire. Je ne pense pas. En fait, vous m'auriez autorisé à le faire s'il y avait eu un permis de construire à faire. Simplement, c'est quelque chose qu'on a intégré. Au départ, on voulait mettre ce portail en fait en haut. Et sur l'accès secondaire, on s'est dit en fait qu'il était préférable de mettre en bas. Ça faisait une entrée de ville, une entrée de parc et de voiture, et qu'on fasse une entrée plus entre guillemets modeste sur le haut de Bon Repos, pour rapprocher justement cette entrée secondaire des espaces de vie en fait, et notamment de l'EHPAD. Voilà, mais effectivement, on y travaille. Il y a quelques sujets de dénivelé en fait qui sont à intégrer, qui sont pas si simples que ça, et donc parce qu'on est un peu en hauteur par rapport au parc à cet endroit-là, et donc ce dénivelé nécessite des études un peu plus approfondies, mais effectivement, c'est bien l'idée d'avoir un accès au parc à cet endroit-là, juste après le chantier quadral. Bien, donc pour ce portail-là, y a-t-il d'autres demandes de parole? Non. Donc nous procédons au vote. Des oppositions, des abstentions, unanimité. Je vous remercie à nouveau. Alors là, je donne la parole à Olivier Venin, qui va vous présenter une délibération velue, je vais dire ça comme ça, la convention cadre entre la ville, Versailles Grand Parc et les bailleurs sociaux dans le cadre de la modification de la gestion des attributions de logements sociaux. Monsieur Venin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire, chers collègues élus. La présente délibération qui vous est portée à connaissance et à avis concerne effectivement la signature d'une convention pour la gestion en flux de contingent de logements communal et intercommunal. En l'espèce, il s'agit de conventions séparées qui seront signées entre 3 parties, la commune de Viroflay, Versailles Grand Parc et chacun des bailleurs sociaux qui sont présents sur le territoire de la commune. La loi Elan de novembre 2018 a modifié en effet les modalités de gestion des droits de réservation des logements locatifs sociaux pour passer d'une logique de gestion de stock des logements réservés à une logique de droit des flux d'attribution. L'intention qui est poursuivie par le législateur est celui d'optimiser l'allocation des logements vacants. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Aujourd'hui, nous avons sur le territoire de la commune de Viroflay 1339 logements locatifs sociaux qui sont donc gérés par différents bailleurs sociaux. Et la ville de Viroflay est réservateur de 277 d'entre eux du fait des garanties d'emprunt qu'elle a octroyées aux bailleurs sociaux lors de la construction de ces logements. La communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, de son côté, est réservataire de 25 de logements sociaux et a délégué à la commune de Viroflay la gestion de ces logements. Ces logements, aujourd'hui, sont identifiés. À chaque vacance, il appartient au réservateur, la ville de Viroflay en l'occurrence, de proposer un nouvel occupant. Dorénavant, avec ces conventions, une fois qu'elles seront signées, sur la base d'un taux de vacances annuel qui était calculé à 6,7% par an, le turnover naturel des occupants des logements sociaux, et en rajoutant les mises en service annuelles des nouvelles constructions, chaque convention tripartite qui sera signée avec chacun des bailleurs sociaux, suite au vote de la présente délibération, précisera les modalités pratiques d'attribution de ces logements. La ville y spécifie dans chaque convention les besoins de sa population, en termes de taille de logement, en termes de type de financement, PLAI plus PLS, etc. Et en fonction de la vacance des logements, le bailleur social s'engage à ajuster au mieux l'adéquation entre besoins et offres, en veillant sur la durée des 3 ans que dure la convention, à ce que soit garanti le respect du quota du droit d'attribution auquel a droit la commune. Voilà, il nous est proposé d'approuver les termes de cette convention type et d'autoriser Monsieur le maire ensuite, ou son représentant, à signer les conventions séparées avec chacun des bailleurs sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Alors là,
Vous venez d'assister à un exploit parce que rendre à peu près compréhensible ce type de réforme, c'était pas du nougat. Je peux vous dire qu'au niveau de Versailles-Grand Parc, on a été les maires ont passé de nombreuses heures à essayer de comprendre tout cela pour arriver à rédiger une convention qui soit à peu près acceptable, sachant qu'on n'a strictement aucune garantie du fait que les flux soient bien respectés et que l'État ne soit pas celui qui prendra la majeure partie des attributions dans les années à venir. Je pense que c'est un petit peu l'idée de la loi d'ailleurs. Voilà, enfin, on sera attentif à pouvoir continuer à bénéficier de certaines attributions pour pouvoir loger des Vieux-Rophésiens que nous connaissons déjà. Voilà, y a-t-il des demandes de parole sur cette convention cadre? Ah, il y a une question, il y a Mme Supercrub et puis il y a une question à côté aussi. Mme Supercrub. Nous votons cette convention tripartite pour la gestion en flux du contingent de logement communal et intercommunal. Nous espérons que la ville se verra attribuer, grâce à cette modification, des logements sociaux qui répondent mieux aux demandes des bénéficiaires, c'est-à-dire des logements T2, T3, T4 et T5 en PLAI, vu que 50% de nos demandes de logement concernent des logements PLAI. Pourriez-vous nous transmettre, s'il vous plaît, chaque année, une fois que tous les calculs seront faits avec les bailleurs, la liste actualisée du contingent affecté à Viroflay pour l'année à venir pour chaque bailleur, comparé avec le nombre de réservations que nous avions eues en 2024? Je m'y engage, mais je n'ai pas compris. Donc, mais de toute façon, c'est un sujet qu'on regardera, parce qu'on ne tient pas à se faire passer, à se voir passer sous le nez des attributions qu'on aurait dû avoir. L'autre chose, en fait, qui est essentielle à savoir, c'est le fait que jusqu'à présent, on savait identifier logement par logement, l'endroit où ils étaient, la typologie du logement, sa taille, sa catégorie PLAI plus PLS, donc tout ça a été identifié. Dans le cadre de cette gestion en flux, eh bien, c'était un globi-boulga, et dans lequel, en fait, on n'est pas certain de pouvoir récupérer des logements qui correspondent aux besoins de notre population. Donc là-dessus, on y sera très attentif parce que justement, on veut pouvoir loger notre population. Donc on essaiera de faire un bilan autant que possible de la première année de mise en place de cette gestion en flux. Je croise les doigts que ça fonctionne, mais j'avoue que je ne comprends pas bien le sens de cette réforme. À Viroflay, il y a très peu de logements vacants, logements sociaux vacants depuis des années, parce que dès qu'il y en a un qui est libre, en fait, en tout cas du côté de la ville, on les attribue immédiatement. Vous le savez, vous participez à la commission d'attribution, donc on les attribue immédiatement. Donc peut-être que dans d'autres villes, ça ne se fait pas comme ça, mais voilà, je n'arrive pas à comprendre. Parfois, nos députés votent des lois, je ne sais pas s'ils les comprennent eux-mêmes, en tout cas. Monsieur Sekilis, vous aviez une question? J'espère que j'aurai la réponse. Je sais pas. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, je profitais de la fraîcheur, de la compréhension du sujet par notre collègue pour lui poser une question qui me venait, à savoir, je ne comprends pas moi la dynamique en fait de ces conventions dès lors que c'est basé sur la vacance moyenne rapportée chaque année par tel ou tel bailleur social signataire de telle ou telle convention. Il y a un décalage dont je ne comprends pas la logique, mais je ne suis peut-être pas le seul, où d'un côté on aurait 6%, pour reprendre le chiffre qui a été donné, mais quelle influence finalement sur l'affectation ou la redistribution de la nature des logements pour le futur, sauf... Et alors c'est un petit espoir, mais peut-être que notre collègue va vite te décevoir, si on est en train de passer d'une logique de logement social, qui à mes yeux est complètement absurde et périmée, pour aller vers une approche qu'on appelle le ménage social, ce qui décloisonne à ce moment-là le PLAI, le PLS et tout le reste, parce que c'est les gens qui sont attachés à ce statut et non plus le logement lui-même. Ou est-ce que j'ai absolument rien compris? Non, ça, il ne faut pas y aller. Monsieur Vénin, vous êtes interpellé sur le sujet. Je serais absolument incapable de spéculer sur les intentions du législateur si monsieur le maire lui-même n'en est pas capable. Mais néanmoins, pour le souvenir que j'en ai, lorsque la loi Elan a été votée, un état des lieux
des vacances sur le parc social avait été établi en France. Et si Viroflay ou les Yvelines, effectivement, il y a un rapport offre-demande qui fait que la question de l'optimisation des logements vacants ne se pose pas, il existe probablement encore plus, des territoires en France, notamment des territoires ruraux, sur lesquels le rapport offre-demande est complètement différent et où il y a une inadéquation entre le type de logement vacant et la demande sociale, quoi. Et donc l'intention, je pense, du législateur, ça avait été d'essayer de rapprocher les deux en mettant en place ce dispositif, qui est quand même un dispositif assez lourd, qui va demander beaucoup de surveillance et de suivi technique de la part des communes, mais également beaucoup de travail de la part des bailleurs sociaux qui vont être forcés de faire des reportings tous les 3 mois pour essayer d'ajuster l'offre par rapport à la demande. Je peux vous dire une chose, c'est que pour l'instant, les bailleurs sociaux ne se précipitent pas et les communes non plus. Donc à l'heure actuelle, il y a 15 jours, il y avait dans Versailles Grand Parc, il y avait une convention qui avait été signée entre une ville et un bailleur social dans ce cadre-là. Donc vous voyez, on ne se précipite pas. Les bailleurs sociaux non plus, ils ne sont pas précipités à notre porte pour dire signons les conventions. Peut-être que certains imaginaient que cette loi allait peut-être être amendée. En tout cas, la notion de logement social et qui pourrait être transformée en notion de ménage social, ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce qui est dommage parce qu'effectivement, on peut très bien imaginer que des personnes n'étant pas dans un logement dit social, financé par le principe du logement social, puissent quand même devoir bénéficier d'un loyer dans le privé, ou en tout cas des aides qui leur permettent de ne pas consacrer plus de 33% de leur revenu. Mais là, on en est très, très loin. Voilà. Si on est passé de 20 à 25% de logements sociaux en obligation, c'est pas non plus un hasard. C'est bien pour en construire également. Mais il faut en construire, hein, ça c'est sûr. Je me permets simplement de finir en disant que ces dispositions de la loi Elan ont été confirmées par la loi 3DS, donc je ne sais plus ce que ça veut dire, qui a demandé à ce que toutes les conventions soient signées avant la fin de l'année 2024. Donc si nous l'approuvons, Viroflay sera dans les clous. On aura prévu la convention et je ne vais pas me passer mes vacances de Noël à signer des conventions avec les bailleurs. C'est pas parce que je suis pas là, je suis là, mais les bailleurs ne sont pas là, uniquement. J'aurais bien voulu, hein, sous le sapin, signer ces conventions, mais malheureusement, ça sent le sapin, justement. Alors, voilà, d'autres questions, d'autres remarques? Aucune. Monsieur Lancet. Pardon. Juste une remarque. Dans ces cadres-là, comme nous ne maîtriserons pas le pool de logements attribués, ça va être encore plus difficile d'être sûr que les logements soient salubres. À Viroflay, on n'a pas trop de soucis, mais quand même soient dans les conditions, lorsqu'ils sont attribués, optimum pour les locataires. De toute façon, en fait, lorsque viendra notre tour, prenons un exemple, en fait, les bailleurs vont recevoir les vacances, en fait, les congés de leurs locataires. Le bailleur le reçoit, il se dit bon, c'est à qui le tour? Quel réservataire? Bon, la préfecture, ok. Donc on le verra pas. On peut espérer que la préfecture va pas nous prendre toutes les attributions jusqu'au mois d'octobre, et après on nous donne les dernières attributions hypothétiques. Donc et après le bailleur va nous dire bon, c'est votre tour. Il se trouve que c'est un appartement, un T2, un T3, un T4, donc appartement en mode PLAI plus PLS. À partir du moment où on a les caractéristiques du logement en question, en fait, c'est à nous de trouver les candidats potentiels qui y répondent. Comme on le fait actuellement, c'est exactement le cas de figure. Hein. Le bailleur nous dit le logement de votre contingent s'est libéré. Maintenant, c'est à vous de proposer 3 candidats. Ça se faisait très bien avant. C'est ça qui est incompréhensible, c'est que des choses qui se faisaient très bien et de façon pas compliquée, en fait, on a cherché à être compliqué pour une raison bizarre. Sachant que vous n'êtes pas sans savoir que dans les lois qui avaient été envisagées en 2024, je crois d'ailleurs, c'était de pouvoir davantage décentraliser les attributions aux maires et que les attributions ne soient pas faites que par les préfectures,
Et donc, en fait, en l'occurrence, c'est avec les pérégrinations qu'on a pu connaître sur le plan législatif, cette loi a sauté. C'est une demande des maires de pouvoir aussi bénéficier et de pouvoir attribuer des logements. Donc, ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Alors, il est normal que la préfecture ait aussi des droits d'attribution, ce qui est tout à fait logique. Mais les maires ont aussi besoin de pouvoir avoir un regard sur la population qui est mise dans les logements. Pourquoi un regard? Parce qu'on sait très bien que le peuplement d'un immeuble social, sauf quand c'est du diffus par-ci par-là, lorsqu'on peuple en fait une cage d'escalier sociale, il est important de pouvoir avoir un équilibre dans cette cage d'escalier. Et l'équilibre peut être menacé, je le dis tel quel, par des locataires qui présentent des difficultés sociales ou autre chose, et qui viendraient se rajouter avec d'autres locataires qui présentent eux-mêmes des difficultés du même genre. Donc je ne cible aucun immeuble dans Viroflay. Certains, j'imagine, voient de quoi il s'agit. Mais en tout cas, je crois que c'est important de pouvoir avoir une adéquation, d'avoir des immeubles dans lesquels règne le calme et la bonne entente. Voilà. Donc et là-dessus, les attributions, il est important que les maires puissent avoir aussi un droit de regard sur les attributions, tout en logeant des personnes qui en ont franchement besoin et qui sont avec des revenus très faibles. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais on pourrait disserter pendant des heures sur le sujet. Le sujet du logement nous occupe déjà beaucoup. Et je suis très fier de ce que nous sommes parvenus avec les équipes successives et durant ce mandat avec Jean-Pierre Nicot sur les évolutions en termes de logement et dont logements sociaux sur Viroflay. Même si parfois j'entends de moins en moins, mais de temps en temps, des personnes me dire qu'il y a trop de béton, il y a trop de béton, il y a trop de béton. Mais je pense que c'est les personnes qui n'ouvrent pas, qui n'écoutent pas les médias, qui n'entendent pas qu'il y a aussi une pénurie de logements en France, et encore plus en Île-de-France. Voilà. Donc on n'a pas voté encore. Non. Je vous propose de voter pour cette convention cadre. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire, chers collègues élus. La présente délibération qui vous est portée à connaissance et à avis concerne effectivement la signature d'une convention pour la gestion en flux de contingent de logements communal et intercommunal. En l'espèce, il s'agit de conventions séparées qui seront signées entre 3 parties: la commune de Viroflay, Versailles Grand Parc et chacun des bailleurs sociaux qui sont présents sur le territoire de la commune. La loi Elan de novembre 2018 a modifié en effet les modalités de gestion des droits de réservation des logements locatifs sociaux pour passer d'une logique de gestion de stock des logements réservés à une logique de droit des flux d'attribution. L'intention qui est poursuivie par le législateur est celui d'optimiser l'allocation des logements vacants. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Aujourd'hui, nous avons sur le territoire de la commune de Viroflay 1339 logements locatifs sociaux qui sont donc gérés par différents bailleurs sociaux. Et la ville de Viroflay est réservateur de 277 d'entre eux du fait des garanties d'emprunt qu'elle a octroyées aux bailleurs sociaux lors de la construction de ces logements. La communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, de son côté, est réservataire de 25 de logements sociaux et a délégué à la commune de Viroflay la gestion de ces logements. Ces logements, aujourd'hui, sont identifiés. À chaque vacance, il appartient au réservateur, la ville de Viroflay en l'occurrence, de proposer un nouvel occupant. Dorénavant, avec ces conventions, une fois qu'elles seront signées, sur la base d'un taux de vacances annuel qui était calculé à 6,7% par an, le turnover naturel des occupants des logements sociaux, et en rajoutant les mises en service annuelles des nouvelles constructions, chaque convention tripartite qui sera signée avec chacun des bailleurs sociaux, suite au vote de la présente délibération, précisera les modalités pratiques d'attribution de ces logements. La ville y spécifie dans chaque convention les besoins de sa population,
en termes de taille de logement, en termes de type de financement, PLAI plus PLS, etc. Et en fonction de la vacance des logements, le bailleur social s'engage à ajuster au mieux l'adéquation entre besoin et offre, en veillant sur la durée des 3 ans que dure la convention, à ce que soit garanti le respect du quota du droit d'attribution auquel a droit la commune. Voilà, il nous est proposé d'approuver les termes de cette convention type et d'autoriser Monsieur le maire ensuite, ou son représentant, à signer des conventions séparées avec chacun des bailleurs sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Alors là, vous venez d'assister à un exploit, parce que rendre à peu près compréhensible ce type de réforme, c'était pas du nougat. Je peux vous dire qu'au niveau de Versailles-Grand Parc, on a été... les maires ont passé de nombreuses heures à essayer de comprendre tout cela pour arriver à rédiger une convention qui soit à peu près acceptable, sachant qu'on n'a strictement aucune garantie du fait que les flux soient bien respectés et que l'État ne soit pas celui qui prendra la majeure partie des attributions dans les années à venir. Je pense que c'est un petit peu l'idée de la loi d'ailleurs. Voilà, enfin, on sera attentif à pouvoir continuer à bénéficier de certaines attributions pour pouvoir loger des Virofésiens que nous connaissons déjà. Voilà, y a-t-il des demandes de parole sur cette convention cadre? Ah, il y a une question, il y a Mme Supercrub et puis il y a une question à côté aussi. Mme Supercrub. Nous votons cette convention tripartite pour la gestion en flux du contingent de logement communal et intercommunal. Nous espérons que la ville se verra attribuer, grâce à cette modification, des logements sociaux qui répondent mieux aux demandes des bénéficiaires, c'est-à-dire des logements T2, T3, T4 et T5 en PLAI, vu que 50% de nos demandes de logement concernent des logements PLAI. Pourriez-vous nous transmettre, s'il vous plaît, chaque année, une fois que tous les calculs seront faits avec les bailleurs, la liste actualisée du contingent affecté à Viroflay pour l'année à venir pour chaque bailleur, comparé avec le nombre de réservations que nous avions eues en 2024? Je m'y engage, mais je n'ai pas compris. Donc, mais de toute façon, c'est un sujet qu'on regardera, parce qu'on ne tient pas à se faire passer, à se voir passer sous le nez des attributions qu'on aurait dû avoir. L'autre chose, en fait, qui est essentielle à savoir, c'est le fait que jusqu'à présent, on savait identifier, logement par logement, l'endroit où ils étaient, la typologie du logement, sa taille, sa catégorie PLAI plus PLS. Donc tout ça a été identifié. Dans le cadre de cette gestion en flux, eh bien, c'était un globi-boulga, et dans lequel, en fait, on n'est pas certain de pouvoir récupérer des logements qui correspondent aux besoins de notre population. Donc là-dessus, on y sera très attentif parce que justement, on veut pouvoir loger notre population. Donc on essaiera de faire un bilan autant que possible de la première année de mise en place de cette gestion en flux. Je croise les doigts que ça fonctionne, mais j'avoue que je ne comprends pas bien le sens de cette réforme. À Viroflay, il y a très peu de logements vacants, logements sociaux vacants depuis des années, parce que dès qu'il y en a un qui est libre, en fait, en tout cas du côté de la ville, on les attribue immédiatement. Vous le savez, hein, vous participez à la commission d'attribution, donc on les attribue immédiatement. Donc peut-être que dans d'autres villes, ça ne se fait pas comme ça, mais voilà, je n'arrive pas à comprendre. Parfois, nos députés votent des lois, je ne sais pas s'ils les comprennent eux-mêmes, en tout cas. Monsieur Sekilis, vous aviez une question? J'espère que j'aurai la réponse. Je sais pas. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, je profitais de la fraîcheur, de la compréhension du sujet par notre collègue pour lui poser une question qui me venait, à savoir, je ne comprends pas moi la dynamique en fait de ces conventions dès lors que c'est basé sur la vacance moyenne rapportée chaque année par tel ou tel bailleur social signataire de telle ou telle convention. Il y a un décalage dont je ne comprends pas la logique, mais je ne suis peut-être pas le seul, hein, où d'un côté on aurait 6%, pour reprendre le chiffre qui a été donné, mais quelle influence finalement sur l'affectation ou la redistribution de la nature des logements pour le futur, sauf, et alors c'est un petit espoir, mais peut-être que notre collègue va vite décevoir, si on est en train de passer d'une logique de logement social, qui à mes yeux est complètement absurde et périmée,
pour aller vers une approche qu'on appelle le ménage social, ce qui décloisonne à ce moment-là le PLAI, le PLS et tout le reste, parce que c'est les gens qui sont attachés à ce statut et non plus le logement lui-même. Ou est-ce que j'ai absolument rien compris? Bon, ça, faut pas y penser, hein. Monsieur Vénin, vous êtes interpellé sur le sujet. Je serais absolument incapable de spéculer sur les intentions du législateur si Monsieur le maire lui-même n'en est pas capable. Mais néanmoins, pour le souvenir que j'en ai, lorsque la loi Elan a été votée, un état des lieux des vacances sur le parc social avait été établi en France. Et si Viroflay ou les Yvelines, effectivement, il y a un rapport offre-demande qui fait que la question de l'optimisation des logements vacants ne se pose pas, il existe probablement encore plus, des territoires en France, notamment des territoires ruraux, sur lesquels le rapport offre-demande est complètement différent et où il y a une inadéquation entre le type de logement vacant et la demande sociale. Et donc l'intention, je pense, du législateur, ça avait été d'essayer de rapprocher les deux en mettant en place ce dispositif, qui est quand même un dispositif assez lourd, qui va demander beaucoup de surveillance et de suivi technique de la part des communes, mais également beaucoup de travail de la part des bailleurs sociaux qui vont être forcés de faire des reportings tous les 3 mois pour essayer d'ajuster l'offre par rapport à la demande. Je peux vous dire une chose, c'est que pour l'instant, les bailleurs sociaux ne se précipitent pas et les communes non plus. Donc à l'heure actuelle, il y a 15 jours, il y avait dans Versailles Grand Parc, il y avait une convention qui avait été signée entre une ville et un bailleur social dans ce cadre-là. Donc vous voyez, on ne se précipite pas. Les bailleurs sociaux non plus, ils ne sont pas précipités à notre porte pour dire signons les conventions. Peut-être que certains imaginaient que cette loi allait peut-être être amendée. En tout cas, la notion de logement social et qui pourrait être transformée en notion de ménage social, ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce qui est dommage parce qu'effectivement on peut très bien imaginer que des personnes n'étant pas dans un logement dit social, financé par le principe du logement social, puissent quand même devoir bénéficier d'un loyer dans le privé, ou en tout cas des aides qui leur permettent de ne pas consacrer plus de 33% de leur revenu. Mais là on en est très très loin. Si on est passé de 20 à 25% de logements sociaux en obligation, c'est pas non plus un hasard. C'est bien pour en construire également. Mais il faut en construire, hein, ça c'est sûr. Je me permets simplement de finir en disant que ces dispositions de la loi Elan ont été confirmées par la loi 3DS, donc je ne sais plus ce que ça veut dire, qui a demandé à ce que toutes les conventions soient signées avant la fin de l'année 2024. Donc si nous l'approuvons, Viroflay sera dans les clous. On aura prévu la convention et je ne vais pas me passer mes vacances de Noël à signer des conventions avec les bailleurs. C'est pas parce que je suis pas là, je suis là, mais les bailleurs ne sont pas là, uniquement. J'aurais bien voulu, hein, sous le sapin, signer ces conventions, mais malheureusement, ça sent le sapin, justement. Alors, voilà, d'autres questions, d'autres remarques? Aucune. Monsieur Lancet. Pardon. Juste une remarque. Dans ces cadres-là, comme nous ne maîtriserons pas le pool de logements attribués, ça va être encore plus difficile d'être sûr que les logements soient salubres. À Viroflay, on n'a pas trop de soucis, mais quand même soient dans les conditions, lorsqu'ils sont attribués, optimum pour les locataires. De toute façon, en fait, lorsque viendra notre tour, prenons un exemple, en fait, les bailleurs vont recevoir les vacances, en fait, les congés de leurs locataires. Le bailleur le reçoit, il se dit bon, c'est à qui le tour? Quel réservataire? Bon, la préfecture, ok. Donc on le verra pas. On peut espérer que la préfecture va pas nous prendre toutes les attributions jusqu'au mois d'octobre, et après on nous donne les dernières attributions hypothétiques. Donc et après le bailleur va nous dire bon, c'est votre tour. Il se trouve que c'est un appartement, un T2, un T3, un T4. Donc appartement en mode PLAI plus PLS. À partir du moment où on a les caractéristiques du logement en question, en fait, c'est à nous de trouver les candidats potentiels qui y répondent. Comme on le fait actuellement, c'est exactement le cas de figure. Hein. Le bailleur nous dit
le logement de votre contingent s'est libéré. Maintenant, c'est à vous de proposer 3 candidats. Ça se faisait très bien avant. C'est ça qui est incompréhensible, c'est que des choses qui se faisaient très bien et de façon pas compliquée, en fait, on a cherché à être compliqué pour une raison bizarre. Sachant que vous n'êtes pas sans savoir que dans les lois qui avaient été envisagées en 2024, je crois d'ailleurs, c'était de pouvoir davantage décentraliser les attributions aux maires et que les attributions ne soient pas faites que par les préfectures. Et donc en fait, en l'occurrence, c'est avec les pérégrinations qu'on a pu connaître sur le plan législatif, cette loi a sauté. C'est une demande des maires de pouvoir aussi bénéficier et de pouvoir attribuer des logements. Donc ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Alors il est normal que la préfecture ait aussi des droits d'attribution, ce qui est tout à fait logique. Mais les maires ont aussi besoin de pouvoir avoir un regard sur la population qui est mise dans les logements. Pourquoi un regard? Parce qu'on sait très bien que le peuplement d'un immeuble social, sauf quand c'est du diffus par-ci par-là, lorsqu'on peuple en fait une cage d'escalier sociale, il est important de pouvoir avoir un équilibre dans cette cage d'escalier. Et l'équilibre peut être menacé, je le dis tel quel, par des locataires qui présentent des difficultés sociales ou autre chose, et qui viendraient se rajouter avec d'autres locataires qui présentent eux-mêmes des difficultés du même genre. Donc je ne cible aucun immeuble d'Enviroflay. Certains, j'imagine, voient de quoi il s'agit. Mais en tout cas, je crois que c'est important de pouvoir avoir une adéquation, d'avoir des immeubles dans lesquels règne le calme et la bonne entente. Voilà. Donc et là-dessus, les attributions, il est important que les maires puissent avoir aussi un droit de regard sur les attributions, tout en logeant des personnes qui en ont franchement besoin et qui sont avec des revenus très faibles. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Et on pourrait disserter pendant des heures sur le sujet. Le sujet du logement nous occupe déjà beaucoup. Et je suis très fier de ce que nous sommes parvenus avec les équipes successives et durant ce mandat avec Jean-Pierre Nicot sur les évolutions en termes de logement et dont logements sociaux sur Viroflay. Même si parfois j'entends de moins en moins, mais de temps en temps, des personnes me dire qu'il y a trop de béton, il y a trop de béton, il y a trop de béton. Mais je pense que c'est les personnes qui n'ouvrent pas, qui n'écoutent pas les médias, qui n'entendent pas qu'il y a aussi une pénurie de logements en France, et encore plus en Île-de-France. Voilà. Donc on n'a pas voté encore. Non. Je vous propose de voter pour cette convention cadre. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Une autre délibération en fait qui arrive. Comme chacune des années, en fait, à cette période de l'année, les autorisations d'ouverture de commerce de détail le dimanche, certains dimanches, pour l'année 2025. Et c'est Arnaud Brosset qui va vous la présenter. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, il s'agit en effet d'une délibération habituelle, puisque nous la votons tous les ans à la même période. Donc, comme vous le savez désormais, le conseil municipal peut autoriser les commerces de détail, y compris alimentaires, ainsi que les concessions automobiles, à ouvrir certains dimanches dans l'année. En concertation avec les syndicats et les professionnels en fonction, il est proposé d'autoriser les concessionnaires à ouvrir les dimanches 19 janvier, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 15 et 22 juin, 6 juillet, 14 septembre, 12 et 19 octobre, 30 novembre et 7 décembre 2025, et les commerces de détail, donc y compris alimentaires, les 7, 14, 21 et 28 décembre 2025. Ainsi, les concessions automobiles pourront rythmer leurs ouvertures en fonction des campagnes publicitaires des constructeurs et les commerces de détail de s'organiser en fonction des fêtes traditionnelles de fin d'année. Cette délibération est également pour moi l'occasion d'attirer l'attention de tous sur la situation précaire des commerces de proximité qui ont bien du mal à survivre face à la concurrence de sites de vente en ligne et des grands centres commerciaux. Si on parle uniquement des librairies indépendantes, une grande partie d'entre elles se trouvent en difficulté et la plupart seront déficitaires d'ici 2 ans, selon le syndicat de la librairie française. Inutile de détailler la menace que cela fait peser sur le dynamisme de nos centres-villes.
C'est pour cela que la ville de Viroflay, à travers ses élus, ses services et avec l'aide de ses prestataires et partenaires, se bat chaque jour pour soutenir le commerce local. Parmi les actions que nous menons, nous pouvons citer donc les animations. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'aura lieu demain soir un apéro shopping dans le quartier Verdun, après celui qui a eu lieu dans le village vendredi dernier. Le 15 décembre prochain se tiendra également le marché de Noël dans la halle Leclerc. Donc ça c'est pour les animations. On peut également souligner donc la communication que nous faisons grâce aux réseaux sociaux, au magazine de la ville ou encore le guide de la ville qui vient juste d'être mis à jour. Des subventions pour aider les commerçants à rénover leurs devantures et la rénovation des quartiers comme celui du village qui est en cours de travaux et qui va dynamiser le quartier. Ces efforts resteront vains si les Viroflaysiens ne fréquentent pas leur commerce de proximité. C'est pourquoi, en cette période de fête, j'invite chacun et chacune à faire ses emplettes dans les nombreux commerces que comporte notre ville: épicerie fine, magasins de jouets, librairie, boutique de décoration, boucherie, poissonnerie, fromagerie, caviste. Il y a tout pour faire un Noël 100% viroflaysien. Offrez un cadeau qui a du sens, vous ferez plaisir à la personne qui le reçoit, mais aussi à vos commerçants, à vos élus et aux services de la ville qui travaillent chaque jour à vous offrir un centre-ville dynamique. Et pour rappel, et j'en reviens à la délibération du soir, les commerces de détail, y compris alimentaires, seront ouverts les dimanches de décembre afin de vous contenter pour ces fêtes de fin d'année. Je vous remercie. Bravo. Ben voilà, il n'y a plus rien à dire. Et bien voilà. Et puis il faut féliciter effectivement les commerçants qui se bougent, qui se remuent. Il y en a certains qui se remuent plus que d'autres encore. Je trouve qu'on a vraiment la chance d'avoir ces types de commerce dans Viroflay. Et donc je voulais remercier l'équipe des élus à la vie économique au commerce, donc sous la houlette de Christine Caron. Mais Arnaud Brosset en fait partie, c'est pour ça qu'il vous a rapporté cette délibération. Et pour les concessions automobiles, je vous rappelle qu'il faut se précipiter parce qu'à partir du 1er janvier, un certain nombre de voitures ne pourront plus rouler en journée dans les grandes villes françaises. Les critères 3, je crois, qui seront interdites à partir du 1er janvier de 8h à 20h. Et même dans certaines villes comme à Lyon, je crois, qui sont interdites 7 sur 7, 24 sur 24. Voilà. Donc précipitez-vous pour acheter des voitures dont le prix a largement augmenté par rapport à il y a quelques années. Voilà. Y a-t-il des remarques sur le sujet, sur cette délibération un peu plus élargie? Je pense qu'on pourrait compléter par le fait qu'il y a, si je ne me trompe pas, ce dimanche, il me semble qu'il y a la vente des créateurs qui sont installés dans le marché. C'est le marché de Noël, le dimanche. Oui, le marché de Noël. Donc c'est pour compléter l'intervention de M. Brosset. Mais il l'avait dit, outre ce qu'on appelle, c'est le marché de Noël sur Verdun, c'était la formule apéro shopping, et puis le marché de Noël dans la halle avec au total, c'est 27 ou 27 stands, dont des choses à acheter et des choses à manger sur place également. Donc c'est la teuf tout dimanche. Un truc de dingue. Voilà. Donc je vous invite, donc c'est bien parce que Arnaud Brosset s'est substitué à mon Facebook Live que je n'ai pas pu faire hier par une raison technique de plantage de Facebook. Donc en fait je voulais annoncer ces différentes festivités du week-end. Merci beaucoup. Monsieur Brosset, voilà, nous passons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors là on va passer à une autre, un sujet... c'est un marronnier dans le sens où il revient chaque année, le rapport d'activité du CIGEIF qui vous est présenté par Jeanne-Marie Herman. Voilà, donc pratiquement 170 pages qui vous sont résumées. Un beau rapport très, très bien fait que vous avez la possibilité de consulter puisqu'il est à disposition du public et que l'on vous doit donc de communiquer pour toutes les villes adhérentes au CIGEIF se doivent de communiquer au conseil municipal un petit résumé rapide de ce rapport.
Donc ce rapport présente d'abord les faits marquants sur le plan de l'énergie en 2023 qui se sont marqués par le retour à la normale sur les marchés pétroliers, une baisse du prix du gaz qui avait beaucoup augmenté en 2022 suite au conflit ukrainien, un retour en grâce du nucléaire avec l'accélération du réchauffement climatique et un marché du véhicule électrique en expansion avec l'accélération et la montée en gamme de l'IRVE. Alors, donc, le CIGEIF a suivi ces évolutions. Donc, je vais vous donner quelques informations sur le territoire du CIGEIF. C'est la fin du déploiement, en ce qui concerne le gaz, la fin du déploiement du compteur Gaspard, tous les compteurs ont été posés sur la concession et le réseau de gaz sur le territoire se prépare à accueillir 100% de gaz vert d'ici 2050. En ce qui concerne la concession électricité, donc le principal événement, c'est la signature fin 2023 d'un PPI entre le CIGEIF, Enedis et EDF pour la période 24-27, avec l'ambition d'accélérer la modernisation du réseau et une convention relative à l'intégration des ouvrages dans l'environnement. En ce qui concerne le développement des mobilités propres, le CIGEIF est très engagé pour développer de nombreux projets dans le domaine solaire et également des projets dans le domaine du biogaz. Il contribue aussi à l'installation et l'entretien et l'exploitation des IRVE. Alors sur le territoire, il y a 991 points de recharge installés par le CIGEIF, ce qui en fait le premier réseau public de bornes de recharge en Île-de-France hors Paris. Donc, comme toujours, le CIGEIF intervient aussi en coopération décentralisée sur des programmes solaires, biogaz, dans des territoires particulièrement défavorisés, comme en Arménie ou à Madagascar ou au Sénégal. Si on fait un petit zoom sur Viroflay, alors en gaz, donc la commune, il y a 4196 clients sur la commune. On note un léger fléchissement en 2023. Par contre, le taux de dommage aux ouvrages reste stable, un peu supérieur toutefois à ce qu'il est enregistré en moyenne sur le CIGEIF. En électricité, on a un petit peu plus de clients, 9054 clients. Alors, les travaux d'envahissement en 2023 sur la commune ont concerné 1220 mètres de voirie, en particulier le quartier Marquette, la rue d'Estienne-d'Orve, la rue François-Gaillard, pour un montant de un peu plus de 610 000 euros, dont les 2 tiers sont financés par Enedis et le CIGEIF. Alors, en ce qui concerne l'IRVE, fin 2023, il y avait 12 points de recharge qui étaient installés et qui avaient été mis en service, 9 points en 22 kW et 3 en 24. Et il y avait eu 3904 recharges qui avaient été comptabilisées fin 2023. Voilà pour le bilan de l'année 2023 et tous ces documents sont à disposition. Donc je vous propose de prendre acte de la communication de ce rapport. Merci beaucoup Mme Herman de cette présentation synthétique. Y a-t-il des demandes de parole? Madame Egal. Oui, juste une petite question. On a parlé tout à l'heure de Lamartine avec un projet de mise en place de panneaux photovoltaïques. On s'est interrogé de savoir où trouver des fonds. Alors la question naturelle vient du côté CIGEIF. Est-ce que le CIGEIF soutient donc par des subventions certains aménagements qu'on met sur la ville? Première question. Et deuxièmement, est-ce que le CIGEIF apporte du conseil et sur quel point Viroflay en a bénéficié? Le CIGEIF apporte du conseil sur les projets d'énergie renouvelable. On adhère d'ailleurs avec eux à une convention particulière sur les projets ENR. Par contre, en termes de subvention, c'est, à mon avis, peu probable. Mais en termes de conseil et d'accompagnement sur les projets, oui. Je ne crois pas qu'ils subventionnent les installations photovoltaïques. On vérifiera. Là aussi, on essaiera de trouver de l'argent où on peut, si c'est possible. OK.
Donc nous passons... non, il n'y a pas de vote. On doit prendre acte du fait que ce rapport d'activité 2023 vous a été présenté. Dernière délibération de cette soirée, et je vais vous la présenter, elle concerne le personnel et vous le savez ou vous l'avez appris il n'y a pas longtemps, qu'à partir du 1er janvier 2025, la ville doit contribuer à financer la garantie de prévoyance pour les agents qui en font la demande. Il se trouve que nous avons confié depuis un certain nombre d'années au CIG, le Centre interdépartemental de gestion, le soin de faire des contrats avec un certain nombre d'acteurs assurantiels. Et donc le CIG a choisi un groupement qui s'appelle le groupe VYV et MNT pour la période 2024-2030. Et donc les agents de la ville qui voudraient souscrire une prévoyance seront orientés vers ce contrat du CIG. Et nous vous proposons de fixer aujourd'hui même la participation mensuelle de la ville à la prise en charge de ces contrats par les agents qui le souhaitent à 12 € par agent et par mois, sachant que le minimum légal est de 7 €. Voilà, donc on a fait un peu le tour des villes aux alentours pour savoir quel était aussi le niveau moyen de prise en charge des différentes collectivités. Et la prévoyance, je le rappelle, c'est se couvrir contre les aléas de la vie, tels que la maladie, l'invalidité, les accidents, et ainsi de suite. Accidents non professionnels, bien sûr. Et ça a été présenté au comité social de territoire, donc qui regroupe les représentants des agents, et ça a été, cette proposition a été adoptée à l'unanimité du CST. Voilà. Y a-t-il des demandes de parole? Madame Superkrub. Nous allons voter pour cette délibération. Par contre, nous regrettons de ne pas avoir reçu d'informations chiffrées, notamment sur le montant des prestations proposées par le groupe VYV et le coût d'adhésion pour les agents. En plus, il serait plus équitable de différencier la participation de la commune suivant les différentes catégories des agents. C'est d'ailleurs ce qui se fait chez GPSO. Sinon, pourriez-vous nous confirmer ce qu'il en est de la complémentaire santé proposée par la ville aux agents? Est-ce qu'elle existe ou pas? Voilà, c'est tout. Oui, la complémentaire santé, je n'ai pas d'informations particulières à vous donner. Essayez de poser ces questions en commission thématique pour qu'on puisse vous apporter les réponses. Elles sont très techniques, donc je ne peux pas vous apporter de réponse immédiatement. Comment? Si, il y a eu une commission mardi soir à laquelle Mme Egal a participé. C'était la commission finances et... Comment? On n'aborde jamais le point des ressources humaines. La question des ressources humaines n'est jamais abordée dans cette commission. Néanmoins, s'il y a une question, vous avez l'ordre du jour et les délibérations de l'amont. Si vous avez une question, faites-le. C'est vrai que on vous apportera la réponse là dans les venir. Néanmoins, et sur si on a une grille, on doit avoir une grille des pourcentages en fait des taux de cotisation. Elle existe en fait, donc on pouvait les communiquer également. Quant à la modulation de la participation, il y a peut-être certaines collectivités qui le font. Là, les villes aux alentours ne le font pas non plus. C'est une participation fixe, quelle que soit la catégorie d'agents. Et donc, on vous propose de voter une participation fixe de 12 €, quelle que soit la catégorie des agents. Voilà, donc nous procédons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour est donc épuisé. Je vous avais dit qu'il y avait 2 questions orales donc posées par les groupes VCV et Cité. Je vous demande toute votre attention. Donc on va commencer par la question
de VCV qui est arrivé à la première. Je crois que c'était lundi. Et donc, je ne sais pas qui vous l'a... C'est Monsieur Fournier. Monsieur le maire, chers collègues, si Viroflay a fait une avancée il y a quelques mois en faveur des mobilités douces en général et de l'usage du vélo en particulier avec le passage à 30 km/h sur l'ensemble de notre ville et la signalisation de quelques doubles zones cyclables, nous pensons qu'il y a une forte marge de progression possible en faveur de la sécurité des usagers grâce à de vrais aménagements cyclables. Notre question d'aujourd'hui porte sur la voie VIF numéro 3, VIF comme Vélo Île-de-France, qui va de Villepinte à Maurepas. Ce projet, initialement nommé RER Vélo, est porté par le collectif Vélo Île-de-France, puis soutenu par Valérie Pécresse lors du déconfinement de 2020, est maintenant porté et subventionné par la région Île-de-France. Il s'agit de soutenir et d'organiser l'aménagement d'axes stratégiques cyclables pour soulager les transports en commun et le trafic automobile, avec comme principe la sécurité, le confort, la continuité, l'efficacité, la lisibilité et la capacité. La voie VIF numéro 3 suit la Seine jusqu'au Pont-Sèvres, puis traverse les villes de Sèvres, Chaville, Viroflay et Versailles, le long de la D910 et de la D10, c'est-à-dire tout le long de l'avenue du Général Leclerc à Viroflay. De nombreux cyclistes empruntent déjà cette voie au quotidien pour rejoindre leur lieu de travail. On parle maintenant de vélo-taf, mais aussi pour des dessertes locales de la vie courante, utilisant le vélo comme un moyen de transport et non uniquement comme une activité sportive. Comment à Viroflay est aménagée cette voie? Aux deux extrémités, il y a des bandes cyclables sur la chaussée, entre la pointe de Chaville et la Sente Pilote, c'est-à-dire juste avant la bibliothèque, puis entre les Arcades et Versailles. Il y aurait donc la place pour réaliser des vraies pistes cyclables entre le trottoir et les places de stationnement qui apporteraient plus de sécurité aux cyclistes. Sur la partie centrale, donc entre la Sente Pilote et la rue d'Estienne-d'Orve, il y a des pistes cyclables sur les trottoirs, parfaites pour un usage familial mais partagées avec les piétons et coupées dans un sens les jours de marché. Elles ne peuvent pas suffire dans le cadre d'un axe vélo Île-de-France. Des associations de cyclistes de Viroflay vous ont déjà fait des propositions pour contourner cette portion. Il y a en plus des problèmes d'accès à la piste cyclable actuelle, notamment à l'angle de la rue des Combattants, où une élève de l'école de vélo de Chaville a chuté en essayant d'aller sur la piste cyclable. Enfin, la portion... Enfin, la portion entre la rue d'Estienne-d'Orve et les Arcades n'a aucun aménagement. En attendant des travaux futurs sur cette portion, ne serait-il pas possible de rabattre les stationnements en épi et de signaler temporairement une piste cyclable? Alors que les villes de Sèvres et de Chaville ont mis à l'étude, voire à l'expérimentation plusieurs solutions, la solution paraît bloquée à Viroflay. Quels sont les projets et les actions en cours concernant l'aménagement de cette voie cyclable VIF numéro 3 à Viroflay? Merci. Bien, Monsieur Fournier, la réponse va vous être apportée par le spécialiste du plan vélo à Viroflay, Jean-Philippe Ollier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la question posée par la liste Viroflay c'est vous est pour le moins surprenante. En effet, elle concerne des points qui ont tous été présentés lors de notre premier conseil municipal de l'année, le 8 février 2024, lorsque le conseil a formellement adopté son document stratégique cyclable. Tout ce qui était contenu n'était d'ailleurs pas nouveau pour ceux qui avaient accepté de participer aux différentes réunions de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. La seule nouveauté était le deuxième volet de ce document stratégique cyclable, qui était le plan d'action triennal, qui détaillait, à la demande de la région, année par année, ce qu'il était prévu de réaliser pour mettre en œuvre cette stratégie cyclable. Donc, en gros, après la stratégie, la tactique. Le Conseil les avait votés à l'unanimité. Je me permets d'ailleurs de citer in extenso la très brève intervention de M. Lancel qui parlait au nom de votre liste. Je cite, « Vous aurez l'unanimité puisque vous nous avez expliqué qu'il y avait une continuité et que le projet ne s'arrêterait pas là. C'est cela qui est important et qui était nécessaire d'être ajouté aujourd'hui. Nous vous remercions de ces compléments. » Fin de citation.
Je ne citerai pas l'intervention de Madame Suber-Krub au nom du groupe Cité. Cette intervention était longue, mais très positive également, et posait peu ou prou les mêmes questions que celles que vous posez aujourd'hui. Alors, pour raccourcir, vous pouvez retrouver tout cela dans les 19 pages du dossier et les 4 pages du compte-rendu de cette délibération du mois de février. Maintenant, sur le fond, je réponds à vos questions, Monsieur Fournier. Vous commencez par noter quelques doubles sens cyclables. Je ressens une certaine critique. En fait, si on examine la carte des rues à sens unique voiture, on voit que les 2/3 de ces rues en sens unique se sont vues autorisées au double sens cyclable, dont certaines d'ailleurs avec même la mise en place d'une bande cyclable. A contrario, en regardant encore plus attentivement, la plupart des rues interdites au double sens cyclable ne sont pas pénalisantes pour le déplacement des cyclistes, car existent des itinéraires alternatifs parallèles, plus sécurisants et pas vraiment plus longs. Concernant le VIF numéro 3, vous évoquez son utilisation par les vélotaffeurs et aussi pour la desserte locale. Certes, mais je me permets de compléter, de corriger en élevant un peu le débat. Comme exposé dans le document stratégique cyclable, il y a différents niveaux de planification, région, VGP, ville, adaptés à des besoins différents. Des distances supérieures à 10 km pour le niveau régional, quelques kilomètres pour le niveau communautaire ou un usage local. Et ces besoins différents correspondent nécessairement à des vitesses de cyclistes différentes. En particulier, le VIF à l'échelon régional correspond à des usages où la vitesse des cyclistes est comparable à celle des voitures en centre-ville. En conséquence, la piste cyclable sur trottoir ne peut pas être utilisée par des vélotaffeurs sérieux, sauf à fortement réduire leur vitesse proche de celle des piétons. Vous observez ensuite que la piste cyclable n'est pas utilisable en centre-ville les matins du marché et que les 2 associations de cyclistes viroflésiens m'avaient fait des propositions de contournement. C'est exact. J'en ai parlé lors des concertations. Et cela a été réalisé fin 2022 par la création d'une bande cyclable rue d'Asselor. Vous signalez également des problèmes d'accès à la piste cyclable du centre-ville en citant le seul endroit problématique que présente pour les cyclistes la traversée en bas de l'avenue des Combattants et par conséquent la nécessité d'y accéder plus loin de façon dangereuse où une chute se serait produite. Cet accès difficile ne nous avait pas échappé, car ce sujet avait été abordé sur place avec les 2 associations, sous une pluie battante, je me souviens, et cela a été corrigé la semaine dernière. Des esprits chagrins pourraient objecter que ce fut bien long à réaliser, mais la réfection de l'avenue des Combattants en début d'année, puis les travaux inattendus de GRDF sur la RD10 nous ont obligés à différer. Mais c'est fait, allez donc voir, et vous observerez que cet aménagement cyclable a été réalisé au détriment des piétons, qui ne le font déjà savoir. Il y en a même autour de la table. Je me pose encore la question de l'utilité de cette dépense d'ailleurs. En effet, tout cycliste apprend très vite, certes parfois à ses dépens, que le franchissement d'un obstacle longitudinal, trottoir ou rail, nécessite de le prendre avec un certain angle pour éviter la chute. Enfin, entre la rue Estienne-d'Orve et les arcades, il n'y a pas d'aménagement. C'est exact, mais vous n'ignorez pas que 2 chantiers immobiliers se sont succédés ces dernières années et qu'un 3e va démarrer prochainement pour transformer en plus de 18 mois des bureaux en 32 logements sociaux. Outre la gêne provoquée par ces chantiers sur l'espace public, un tel aménagement de ce tronçon nécessite entre autres de modifier l'arrêt de bus, le tout pour un coût supérieur à 100 000 €. La conclusion de votre question
mentionne Sèvres et Chaville, qui auraient, dites-vous, étudié, voire expérimenté certaines solutions alors que Viroflay paraît bloqué. Qu'en est-il réellement? À Sèvres a été créée une piste cyclable centrale, appréciée des vélos taffeurs. Il y en a autour de la table qui me l'ont confirmé. Et encore, certains rêvent d'un aménagement homogène sur toute la ville de Sèvres, mais qui ne satisfait ni les automobilistes souhaitant traverser, ni les cyclistes locaux. Et bien évidemment, le débouché sur le plat de spaghettis du pont de Sèvres, qui est unanimement considéré comme anxiogène, car non aménagé pour les cyclistes. À Chaville, les projets du conseil départemental, dont les études ont commencé il y a 10 ans, ont fait l'objet de très fortes oppositions et même manifestations, car ils nécessitaient d'abattre tous les platanes d'alignement. Je ne sais pas si ce sujet a réellement avancé. En tout cas, le projet intégrant une piste cyclable sur le trottoir prévoyait un début de travaux en 2022. Donc c'est compliqué. Nous sommes ici au cœur de la question du conflit d'usage de l'espace public entre piétons, cyclistes de toute taille et de toute vitesse et automobilistes. Et le stationnement, et les arbres. Chacun voit midi à sa porte, mais chacun doit faire des concessions aux autres. Et avant tout, chacun doit respecter les autres. De même que les cyclistes aimeraient plus de respect de la part des automobilistes, de même les piétons aimeraient être respectés par les cyclistes. Le code de la route encadre tout cela et doit être respecté par tous. La cohabitation est surtout une question d'éducation et de civisme. Voilà, monsieur le maire. Et j'ajoute juste 2 mots, et question aussi financière, de gros sous, puisque des aménagements de ce type-là nécessitent de revoir quasiment totalement les profils de l'avenue. Quand je dis profil, c'est de déplacer le fil d'eau, et donc ce sont des coûts quand même qui sont assez considérables. Et je rappelle aussi, pour ceux qui ont été attentifs, qu'il a été question, je ne sais pas, avec le changement de gouvernement, il a été question que le plan vélo de gouvernement disparaisse totalement de la circulation. Donc trouver des financements pour des centaines de milliers d'euros, voire plus encore, pour ce genre d'aménagement ne va pas être très facile. J'espère en tout cas que la piste cyclable que nous envisageons de faire le long de la forêt rue du Palais-Meudon pourra être réalisée malgré ces subventions certainement compliquées à trouver. Voilà, merci pour cette longue réponse. C'est vrai que j'ai pris moi-même l'avenue ce matin sur Chaville et Sèvres et j'ai rien vu à part la piste cyclable centrale, j'ai rien vu de très différent de ce qu'on a pu faire à Viroflay sur les bandes cyclables sur les 2/3 de l'avenue. Et encore, j'ai vu qu'à Chaville, les bandes cyclables étaient parfois plus étroites que celles de Viroflay. Voilà. Mais bon. Et ceci étant, ça n'est pas bloqué à Viroflay puisque ça avance, et puis à tel point que nous avons voté ce plan vélo début 2024. La seconde question, c'était une question de la Mégale, enfin du groupe Cité, pardon, qui se rapproche un petit peu du sujet même. Égal ? Oui, donc je reprends la question que nous avons posée. Monsieur le maire, donc les habitants de Viroflay et des communes voisines qui fréquentent régulièrement la portion de l'avenue du Général Leclerc depuis Chaville jusqu'à la médiathèque attendent depuis longtemps la réfection de cette partie de l'avenue. Il en est de même en direction de la place Louis XIV. Les cyclistes qui se déplacent sur cet axe souhaitent une continuité de l'aménagement sur l'avenue depuis Chaville jusqu'à Versailles. La traversée de Viroflay alterne entre bande cyclable, piste sur le trottoir et absence d'espace dédié. Les différentes associations ont fait des propositions pour d'autres aménagements. À ce stade, nous n'avons pas connaissance des options retenues pour l'avenir. Les espaces réservés au stationnement en épi sur l'avenue sont, pour la plupart, sur un sol très dégradé, constitué essentiellement de terre et de quelques reliquats d'enrobés, ce que les habitants déplorent.
Sur l'avenue, seuls certains tronçons seront rénovés sans grande cohérence au gré du renouvellement urbain qui s'opère sur cet axe. À l'occasion de ces rénovations, comme récemment face à la crèche Jeanne Gégère, la portion réservée au stationnement est goudronnée, c'est-à-dire rendue imperméable. Ce qui amène notre question. Alors que des travaux importants sont progressivement engagés pour désimperméabiliser les cours d'école ou les espaces de jeu, quand comptez-vous engager une réflexion sur les espaces de stationnement? Nous avons constaté que le parking de la mairie avait fait l'objet d'un aménagement tout à fait intéressant. Il nous semble qu'il conjugue accessibilité, verdure et perméabilité. C'est une solution parmi d'autres. Comptez-vous généraliser cette solution à d'autres espaces de stationnement public? Nous vous remercions pour les réponses que vous pourrez apporter à ces questions. Je vous remercie. Je vais vous répondre directement. Là, en l'occurrence, sur l'avenue, c'est vrai que vous le dites, en fait, les gens attendent depuis longtemps la réfection des différentes parties de l'avenue. Nous avions à l'époque fait un projet, lorsqu'on a fait le centre-ville, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais on avait fait un projet sur l'ensemble de l'avenue. Donc l'ensemble de l'avenue existe en termes de projet avec une configuration, pistes cyclables sur le trottoir notamment, et stationnement longitudinal, donc plus en épi, sur l'ensemble de l'avenue. Donc après, ça a été une question de priorité parce que c'est un coût, je l'ai dit tout à l'heure, qui est un coût considérable, qui est quasiment financé à 100% par la ville. Le département n'intervient pas dans l'aménagement de la partie trottoir et pistes cyclables. Il n'intervient que sur la bande roulante de la RD10. Donc c'est une question de coût. Et donc en fait on a eu, vous l'avez remarqué, un certain nombre d'autres priorités dans le domaine des équipements publics de la ville. Je ne les cite pas, mais vous les connaissez tous. S'il y a un bout de l'avenue qui doit être refait en priorité, c'est certainement celui qui sera entre l'avenue des Combattants et les Arcades pour continuer l'aménagement du centre-ville tel qu'il a été fait entre la bibliothèque et la rue d'Estienne-d'Orve. Sur la question de... vous dites qu'effectivement les habitants déplorent que les espaces réservés au stationnement sur l'avenue, sur les deux tronçons que vous citez, en fait les tronçons surtout vers Chaville et également un peu vers Versailles, qu'ils déplorent en fait que le sol soit dégradé. Et plusieurs m'en ont déjà parlé en demandant, je peux vous le dire, de mettre de l'enrobé comme ailleurs. Pour qu'ils puissent bénéficier d'un trottoir qui soit praticable au moment où il y a de la pluie. Quand il n'y a pas de pluie, ça ne pose pas de problème particulier, mais au moment où il y a de la pluie. En l'occurrence, on a engagé une réflexion sur la désimperméabilisation d'un certain nombre d'espaces. Vous l'avez dit vous-même, sur les cours d'école, sur un certain nombre de squares également. Ça se fait de façon progressive. La question des espaces de stationnement est plus délicate. Pourquoi elle est plus délicate? Et vous citez notamment l'exemple du jardin de la mairie, en fait, et du parking de la mairie, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on a fait cet aménagement avec des sortes de dalles qui remplaçaient de l'evergreen. L'evergreen qui n'est pas une solution durable en l'occurrence, parce que ça se dégrade très vite. Et en fait, on remarque que, notamment la verdure qu'on met entre les places de stationnement, en fait, ne subsiste pas aux voitures en fait, qui circulent dessus. Qui se garent, mais qui ne font que s'y garer. Et en fait, cette solution n'est envisageable que sur des espaces limités ou des parkings plus privatifs en quelque sorte, plutôt que des parkings accessibles à tout à chacun, voire même à des camions, voire même, comme je l'ai vu il y a 15 jours, à des engins de chantier qui, faisant un chantier dans les environs, se garent sur l'avenue, comme ils le peuvent sur les places de stationnement, et qui sont beaucoup plus lourds et qui en fait peuvent endommager ce type d'aménagement en fait plus perméable. Je sais qu'il existe certains industriels se penchent sur des revêtements davantage drainants et plus poreux en quelque sorte pour laisser passer l'eau, être plus perméable et pour rendre l'eau à la terre. En fait, ce problème se pose principalement lorsque il y a plutôt des petites pluies ou de la bruine, ce genre de choses. Lorsqu'il y a des orages, en fait, n'importe quel système en fait, aura du mal à absorber l'eau venant du ciel. Donc, pour l'instant,
on regarde ce qui existe, mais il n'est pas envisagé pour le moment de modifier les espaces de stationnement pour les rendre davantage perméables. Alors c'est vrai qu'ils sont réaménagés au fur et à mesure des projets immobiliers qui voient le jour. Là, en l'occurrence, devant la crèche, c'est Bouygues qui a financé la partie de trottoir qui est là, sur laquelle on va faire des déposes minutes en fait, pour les parents qui amènent les enfants à la crèche. Donc ça me paraissait aussi important d'avoir quelque chose qui soit utile et pratique en l'occurrence. Et les autres immeubles qui se construisent au fur et à mesure sur l'avenue, l'enrobé dégradé est remplacé par de l'enrobé réel. Bon, on peut y réfléchir. L'autre point qui est un peu délicat en fait, d'un point de vue aménagement durable, je le dis bien, c'est le fait qu'il y a des arbres. Et les arbres ont des racines. Et la plupart des racines, en fait, si vous regardez la façon dont les arbres se développent sur l'avenue, la plupart des racines sont affleurantes pour un certain nombre d'entre elles. Et ce qui fait que prévoir un aménagement avec un certain nombre de caractéristiques qui satisfassent l'ensemble des usagers va être difficile sans être amené à endommager les racines, parce qu'il faut forcément un peu décaisser. Et quand il y a des racines apparentes, en fait, on ne peut pas le faire. Regardez à Chaville, c'est édifiant aussi. Il y a des endroits où c'est pire que tout, en fait, où certaines places de stationnement sont totalement condamnées par les racines qui affleurent. Donc, pour l'instant, on regarde. Peut-être que la technique va évoluer et qu'on aura des revêtements davantage absorbants, puisqu'une des... Et vous avez raison de le dire, en fait, une des problématiques, c'est bien de faire en sorte que l'eau qui tombe ne ruisselle pas et puisse être autant que possible absorbée sur place. Donc mais ça nécessite une évolution technique, certainement plus que des aménagements tels qu'on peut les voir. J'ai vu des places comme ça ici, sur le domaine public, comme celle-ci, au Chénier-au-Cancourt, qui venait d'être faite il y a 1 an, mais c'est sur des places de stationnement avec bornes de recharge. C'est-à-dire c'est des places spécifiquement dédiées, et il y a 2 places par-ci, 2 places par-là, mais ce ne sont pas des places qui sont accessibles à n'importe quel camion, camionnette. Voilà, donc peut-être qu'on peut le développer. La question se pose sur... éventuellement le parking Costa-Bellante, en fait, voir s'il ne faut pas refaire quelque chose un jour et faire des places et faire un aménagement qui puisse intégrer ce type de problématique. Mais du stationnement le long de l'avenue me paraît un peu plus difficile à être traité sous un plan plus imperméabilisé, plus perméable en l'occurrence. Voilà. J'entends, juste pour compléter, quand on voit les parkings qui ont été faits à côté de la piscine, par exemple, c'est une question qu'on aurait pu se poser à ce moment-là, faire l'aménagement que vous avez ici à côté de la mairie. Donc chaque fois, j'entends bien que les choses qui sont anciennes et qui existent, ok, mais chaque fois qu'on fait un réaménagement, vous avez expliqué les coûts de voirie qui sont très élevés, ça vaut la peine de se reposer ces questions, puisque plutôt que d'être amené à désimperméabiliser des zones qu'ils le sont aujourd'hui. Là, on est en train de faire la démarche inverse, en fait. C'est de rendre imperméables des zones qui étaient perméables. Donc, je pense que vraiment, ça vaut la peine de poser la question. Alors, à l'inverse, on essaie de désimperméabiliser des endroits qui étaient perméables. Donc, dans les squares, donc on essaie de le faire. C'est vrai que la question du parking de la piscine, en fait, il ne vous a pas échappé que, en fait, ces sujets d'imperméabilisation des sols sont des sujets qui sont, je qualifie de relativement récents. Et lorsqu'on a conclu le contrat avec Opalia pour la piscine, je rappelle que c'était un contrat qui a été conclu il y a pratiquement 7 ou 8 ans, il me semble. Donc les sujets étaient moins prégnants qu'ils ne sont maintenant. Donc peut-être qu'effectivement, on le ferait maintenant, on le ferait peut-être pas de la même façon. Voilà. Merci à vous de votre attention. Et donc, ah oui, il est tradition que, donc il est 21h23. Il est tradition que le nombreux public qui assiste à nos séances puisse éventuellement poser des questions. Mais ils sont plus intéressés par le nom du Premier ministre, peut-être.
Donc je vous propose de clore notre séance et je vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous.